Sachant que ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, on a donc des thèmes communs. Je vais essayer de faire une variation autour des mêmes thèmes, mais peut-être en précisant certaines choses. On a manié différentes échelles temporelles, grandes perspectives depuis les salles d'asile, et puis les petites pratiques de classe. Je vais continuer à le faire, mais peut-être en insistant plus en ce qui concerne les classes sur certains dispositifs pédagogiques propres à l'école maternelle, en l'occurrence les ateliers. Et puis concernant l'évolution, la cohabitation difficile entre les différentes missions reconnues officiellement à l'école maternelle, j'essaierai de traiter un peu plus des conceptions de l'enfance et du développement de l'enfant qui permettent de comprendre les changements de hiérarchie entre ces différentes missions sur le plan historique. Donc, je vais commencer sur une mise en perspective historique, même si elle a déjà été un petit peu faite. Quand on lit attentivement les textes officiels publiés depuis 1833, c'est-à-dire depuis le premier texte portant sur les salles d'asile, on s'aperçoit qu'en fait, on retrouve dès le début comme disait Christine à la suite de notre livre qu'on a écrit en 2006, une certaine ambiguïté, parce que coexistent déjà, dès 1833, 4 missions différentes au moins. D'une part, il s'agit de commencer l'instruction dès l'âge le plus tendre, pour reprendre une expression qui était utilisée à cette époque-là. On dit que les salles d'asile doivent constituer le premier degré de l'enseignement élémentaire. On pourrait dire que c'est furieusement d'actualité. Deuxième chose, il s'agit aussi de garder, de préserver contre les vices de la rue, le vagabondage, etc. Et même l'isolement des enfants de mères ouvrières prises par leur travail. Il s'agit aussi d'éduquer non seulement les jeunes enfants, mais aussi leurs parents, par ricochet. Et puis, quatrième chose, qui apparaît un petit peu plus tardivement, à partir du milieu du XIXe siècle, il s'agit de développer et de faire en sorte que l'enfant puisse se développer librement. Libre développement de l'enfant, une expression qu'on retrouve déjà au milieu du XIXe siècle. Ceci dit, à ces différentes missions, on attribue différentes pondérations. Dans un premier temps, il s'agissait avant tout de garder, d'éduquer pour peut-être redresser, comme on redressait les corps, selon une expression utilisée par Vigarello. Ensuite, à partir, on va dire, grosso modo de Kergomar, mais les choses sont plus compliquées que ça, jusqu'au tournant des années 80, il s'agissait avant tout de développer, si possible, le plus librement possible. Et à partir de la fin des années 70, début des années 80, il s'agit de nouveau, alors est-ce que c'est de nouveau? Non, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas exactement la même chose, mais d'apprendre et d'enseigner. Alors pourquoi ces changements de pondération? Une de mes hypothèses, c'est que ces changements sont liés à des modifications dans la conception dominante du développement de l'enfant qui se sont succédés. Alors, là aussi, je vais dresser un portrait à grands traits. On peut retenir 3 modèles qui se sont succédés, mais les 2 derniers ont tendance à cohabiter. Premier modèle, plutôt behavioriste, dirigiste. Il s'agit avant tout de faire apprendre et d'instruire. Conception assez dirigiste. On le voit à travers la description que peut en faire Pauline Kergomar. Elle parle de dressage. Même s'il ne faut pas trop prendre au sérieux, c'est aussi un effet de positionnement de la part de Kergomar. Voilà. Deuxième conception du développement, plus libérale, puisqu'il s'agit avant tout de laisser l'enfant s'épanouir, se développer librement. Parce qu'on on a commencé à considérer à partir de ce moment-là que c'est l'enfant qui doit se développer d'abord lui-même. Conception d'abord interne du développement de l'enfant. Qu'on retrouve aussi chez certains chercheurs, beaucoup
Les personnes qui se réfèrent à cette conception, souvent cherchent à légitimer cette conception avec Piaget, en faisant appel à Piaget. Aujourd'hui, donc depuis, on va dire, le début des années 80, une nouvelle conception où on considère toujours que l'enfant doit se développer, mais on considère de moins en moins que l'enfant doit se développer seul. Il doit se développer par interaction ou, pour reprendre des termes savants, par étayage. Là, la référence se trouve plutôt du côté de Vygotsky et Brunner. Ceci dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces deux dernières conceptions, libre développement et développement par interaction, ont tendance aujourd'hui à cohabiter. Alors on peut le voir de différentes façons. On l'a vu quand on a interrogé les enseignants, quand on parle un petit peu avec eux. Et puis on le voit un petit peu moins directement avec l'organisation pédagogique qui prévaut aujourd'hui. Et on le voit, mais avant de parler de l'organisation pédagogique, on le voit aussi aux missions qui sont reconnues aujourd'hui à l'école maternelle, ou ce qu'on lui demande d'être. On lui demande à la fois d'être spécifique, de garder sa spécificité. Tout à l'heure, Christine disait que on se demandait quelle pouvait être encore cette spécificité, à quoi on fait référence quand on parle de spécificité. Moi, j'aurais tendance à mettre en avant la spécificité pédagogique. Et puis, on demande aussi à l'école maternelle de réaliser les premiers apprentissages. C'est-à-dire qu'à travers ce deuxième objectif, on met en avant un autre mot, la continuité. Spécificité et continuité sont les deux maîtres mots aujourd'hui. Et on peut parler, à propos de ces deux mots, de tension. En tout cas, dans la pratique, on a l'impression que ces deux mots ont du mal à cohabiter. Je vais m'expliquer un peu mieux maintenant pourquoi je parle de tension. Alors, dans le texte de présentation, on parlait de contradiction. On un peu des références qu'on a. Voilà. Organisation pédagogique. Je vous ai dit tout à l'heure que je parlerai pas mal des ateliers. Qu'est-ce que c'est que les ateliers? Alors, il y a différentes définitions possibles, mais on va dire que globalement, les activités sont organisées en ateliers lorsque les élèves, pas les élèves, sont dispersés entre plusieurs espaces de la classe et réunis en groupe, autour de groupes de table. Et en général, dans chacun des ateliers, on leur propose des activités différentes. Par opposition à un autre grand moment de la classe où les élèves sont regroupés, les moments de regroupement autour de la maîtresse et généralement face à un tableau qui soit noir, blanc ou vert. Les ateliers, au début, alors j'ai essayé de faire une petite histoire dans ma thèse des ateliers, parce que, en fait, quand on regarde du côté des historiens, que ce soit Jean-Noël Luc ou Antoine Pro, on a peu d'éléments sur la naissance des ateliers. Celui qui en parle peut-être le mieux, c'est Gilles Bougère, et c'était pourtant pas son objet. Donc j'ai été consulter un peu les revues pédagogiques, en particulier une revue qui s'appelait, puisque j'ai appris récemment qu'elle a changé de nom, Éducation enfantine. Grosso modo, à partir des années 20, la fin des années 20, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi à partir des années 20? Parce que j'avais lu par ailleurs que c'était à peu près les débuts, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de travail de groupe par groupe. On ne parlait pas encore d'ateliers, mais en fait, quand on lit de près les descriptions, c'était déjà des ateliers qu'on appelait groupes. Donc les ateliers seraient nés au début des années 20. Et ce qui m'intéressait, c'était la motivation. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pensé, à un moment donné, à faire travailler, on a eu l'idée de faire travailler les élèves par atelier. Alors, on fait souvent remonter cette idée, l'originalité de cette idée à Pauline Kergomar. Pas du tout. On ne trouve aucune trace de la défense des ateliers chez Pauline Kergomar, plutôt même une critique. Au contraire. Pauline Kergomar, je le rappelle, je crois que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, elle a été inspectrice générale des écoles maternelles entre 1881 et 1917, sachant qu'avant, elle avait été inspecter les salles d'asile à partir de 1879. Donc, pour que vous situiez un petit peu l'époque. Donc, les ateliers au début des années 20 ont été motivés par une volonté de libérer
libérer à la fois les élèves mais aussi les enseignants. Libérer les enseignants pour qu'ils puissent plus librement observer leurs élèves et libérer les élèves pour qu'ils puissent réaliser les activités de leur choix, ou plutôt, ce serait peut-être plus sérieux de le dire comme ça, qu'ils puissent choisir l'ordre de réalisation des activités qui leur étaient proposées. On voit à travers ces motivations que ce qui était mis en avant à travers ces justifications des ateliers, c'est plutôt le deuxième modèle de développement, le libre développement de l'enfant. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, avec l'alternance entre les ateliers et les regroupements, on pourrait avoir une coexistence, une harmonie entre les deux derniers modèles de développement, le modèle donc libéral et le modèle qui insiste plus sur les interactions favorables au développement. Au cours des regroupements, les élèves, la parole circule entre les enseignants et les élèves, et donc on peut parler d'interaction. Alors on pourrait se dire tout va bien dans le meilleur des mondes et être satisfait de ce qui se passe. De ce point de vue-là, en tout cas en termes de conception du développement de l'enfant, une cohabitation harmonieuse de ces deux dernières conceptions. Et en fait, quand on regarde un peu dans le détail, on s'aperçoit que ça fonctionne assez mal. Donc, j'aurais pas tendance à dire que, de ce point de vue-là, l'école maternelle est à bout de souffle, mais plutôt en mue. C'est-à-dire qu'on passerait d'un modèle à un autre du développement et on essaierait de conserver la spécificité avec les ateliers, mais d'assurer aussi une certaine continuité avec les étayages. De plus en plus, maintenant, ce qu'on met en avant, c'est le développement par apprentissage, par enseignement. Ces mots reviennent de plus en plus depuis les années 80. On parle aussi de programmes, chose qu'on avait arrêté de faire. En 77, en 86, on avait des orientations. Depuis 95, on a de nouveau des programmes. Donc, on a un retour du vocabulaire scolaire. Donc, comme on disait tout à l'heure, de ce point de vue-là, l'école maternelle est de plus en plus, et de nouveau de plus en plus, une école. Alors pourquoi je disais tout à l'heure que malgré tout, malgré cette spécificité qui essaye d'articuler deux conceptions différentes de l'enfance, malgré tout, ça fonctionne mal. Ça fonctionne pas très bien quand on regarde, on peut parler de tension, quand on regarde ce qui se passe du côté des élèves. Surtout ce qui se passe du côté des élèves dont on peut dire qu'ils sont déjà en difficulté à l'école maternelle, durant les ateliers. Durant les ateliers, on peut voir à certains moments, pour certaines activités, deux catégories d'élèves. Des élèves qui seront autonomes. On parlait d'autonomie tout à l'heure. Les ateliers favorisent l'autonomie, oui, pour ceux qui sont préparés, pour ceux qui sont déjà autonomes. Et puis, on voit des élèves qui sont plutôt seuls. C'est pas de l'autonomie, c'est plutôt de la solitude. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin des autres pour travailler. Ils ont besoin d'étayage. Alors, que ce soit l'étayage de leurs voisins ou l'étayage des enseignants. Alors on pourrait se dire, après tout, les ateliers sont faits pour ça. Ils peuvent favoriser, puisque les élèves sont regroupés par groupe, les échanges constructifs. Ils peuvent apprendre ensemble, ils peuvent s'apprendre, comme diraient certains chercheurs. Quand on regarde dans le détail, ce n'est pas tout à fait ce portrait idyllique qu'on peut porter. Il y a une certaine hiérarchie. Les élèves, les meilleurs élèves, quand ils daignent aider les autres, ont tendance à faire plutôt à la place des autres, quand ils daignent les aider. Dans pas mal de classes qu'on a pu visiter, on a observé ça de façon relativement récurrente. Alors on pourrait se dire aussi, ce n'est pas trop grave, après tout, à l'école maternelle, on n'apprend pas encore complètement à lire, systématiquement à lire, on n'apprend pas non plus systématiquement à écrire, et on n'apprend pas non plus systématiquement le calcul au sens, on n'apprend pas les premières opérations algébriques. Voilà. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Là aussi, alors,
C'est lié aussi à des conceptions qu'on peut avoir. Longtemps, les chercheurs ont eu cette conception-là. Avant l'apprentissage systématique de la lecture, au sens du déchiffrage dont parlait tout à l'heure Elisabeth, il ne se passait rien. On pensait en tout cas qu'il ne se passait rien et qu'il n'y avait rien à voir. Ceci dit, les choses ont évolué depuis les années 70 et les années 80, en particulier avec les travaux d'Émilie Ferrero, qui montrent que l'enfant, même avant d'apprendre à lire systématiquement à l'école, commence à conceptualiser ce que c'est que la lecture et les fonctions de la lecture. De l'écriture, je veux dire. Mais on pourrait dire aussi la même chose à propos de la lecture. Il se passe plein de choses autour de la lecture d'albums, la lecture partagée d'albums au sein des familles, même si les enfants n'apprennent pas à lire, ce ne sont pas encore des élèves pour ça, ils apprennent beaucoup de choses sur les fonctions de la lecture et aussi sur la façon d'interpréter ce qui est lu, qui leur servira bien plus tard à l'école. Donc on pourrait se dire qu'à l'école maternelle, on n'en est pas encore tout à fait là. Sauf que, je vous dis, certains chercheurs montrent que déjà dans les familles, avant l'école proprement dite, avant la grande école, il se passe déjà des choses. Donc du coup, on s'est dit qu'il fallait aussi regarder de ce point de vue-là ce qui se passe à l'école maternelle. Alors on peut le regarder par 3 entrées. Je vais le dire assez vite parce que je crois qu'on a un peu épuisé notre temps de parole. On peut le voir de 3 façons différentes. On peut voir qu'il y a des choses importantes qui se jouent déjà à l'école maternelle à travers l'évolution des programmes depuis à peu près 40 ans. Qu'est-ce qu'on demande de plus en plus à l'école maternelle, du moins d'après les programmes? On demande de plus en plus aux élèves de réfléchir à leur pratique, de réfléchir à ce qu'ils ont fait ou d'anticiper ce qu'ils ont à faire, ou un mixte des deux, de revenir sur ce qu'ils ont fait pour en planifier ce qu'il leur reste à faire. On leur demande de plus en plus de penser la cohérence de ce qu'ils font, d'être de plus en plus réfléchis. On le voit en particulier mais dans les programmes de 2002, mais il y a des phrases qui vont dans le même sens dans le programme de 2008. On peut le voir de façon exemplaire avec les activités plastiques, dites tactiles, enfin bon, changement de dénomination, alors qu'il y a une trentaine d'années, on mettait en avant la spontanéité de l'enfant, du développement de l'enfant. On avait tendance à voir dans chaque dessin de l'enfant des chefs-d'œuvre de l'art enfantin. Dans les années 70, alors Chambour-Edon et Prévost ont beaucoup travaillé là-dessus. Aujourd'hui, on est beaucoup plus interventionniste de ce point de vue-là. On pense que l'enfant doit ajuster ses gestes en fonction d'une intention. Je cite les programmes. Percevoir et reconnaître les effets plastiques obtenus, modifier et affiner son action. Voyez à quel niveau on met les exigences, ne serait-ce que pour les activités plastiques. Ça, c'était la première entrée, les programmes. Quand on regarde les supports qui sont de plus en plus utilisés à l'école maternelle, et Elisabeth en a parlé un petit peu tout à l'heure, les fiches. Les fiches se sont multipliées à l'école maternelle depuis une vingtaine d'années, on va dire, même peut-être avant. Non seulement elles se sont multipliées, mais elles se sont complexifiées. Je me suis amusé durant tout un été à comparer les fiches qui étaient proposées dans la revue Éducation enfantine depuis une vingtaine d'années. Je me suis aperçu que ces fiches sont de plus en plus complexes sur le plan sémiotique. Parce que d'une part, la structure graphique s'est complexifiée. Elle est de plus en plus présentée sous forme tabulaire, sous forme de tableaux, qui n'en sont pas toujours, mais on voit des alignements verticaux, horizontaux. Sur ces espaces graphiques, il y a de plus en plus d'éléments différents, qui varient selon des critères de plus en plus variés, divers. Que ce soit les couleurs, la forme, l'orientation, la taille. Voilà, les choses sont de plus en plus complexes. C'est-à-dire que, et quand on regarde les consignes qu'il y a sur ces fiches, on demande de plus en plus aux élèves de faire des comparaisons de plus en plus complexes. Complexes au sens où les critères qu'ils doivent prendre pour faire ces comparaisons sont de plus en plus variés. Et ils doivent tenir ces critères sans s'y perdre. En ce sens-là, les exigences se sont accrues. On peut voir aussi la montée des exigences et une plus grande continuité avec la suite de la scolarité quand on observe tout simplement
les élèves, et en particulier les meilleurs élèves, quand ils doivent faire avec ces supports. Et là, on retrouve ce qui est préconisé dans les programmes. Les programmes, de ce point de vue-là, sont assez réalistes en ce qui concerne les bons élèves, puisqu'on retrouve chez ces bons élèves la même posture intellectuelle que celle qui est décrite par les programmes. En particulier, ce qu'on voit par rapport aux élèves qui sont plus en difficulté, on voit que les bons élèves ont tendance plus souvent à faire le point, à revenir sur ce qu'ils ont fait, pour mieux penser la cohérence de ce qui a été fait par rapport à ce qui leur reste à faire. Alors ça, j'ai pu le montrer en particulier en prenant des photos assez rapprochées de ce que font les élèves, parce que, en général, quand j'annonce ça, quand j'ai tendance à avancer ça, on a un peu de mal à me croire. Et c'est vrai que les élèves en sont eux-mêmes pas très conscients. C'est-à-dire que quand on fait des entretiens avec eux, on a peu de traces de ce genre d'attitude. Mais on peut le voir vraiment à l'œuvre quand on regarde attentivement ces élèves. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure. Il y a sans doute une plus grande continuité de l'école maternelle avec le restant de la scolarité sur ce plan des postures intellectuelles. Alors, on peut le voir de deux façons. Tout à l'heure, Elisabeth a souligné les deux, d'ailleurs. Il y a un appel de plus en plus important à l'autonomie des élèves. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on fait appel à leur capacité à utiliser l'écrit comme un instrument de pensée. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on demande de plus en plus aux élèves d'être réflexifs. J'ai dit aussi que les meilleurs élèves sont ceux qui reviennent sur ce qu'ils ont fait, pour penser ce qu'ils ont fait. Or, c'est une des qualités de l'écrit, une des possibilités que l'offre l'écrit, de reconsidérer les traces laissées par ses propres pratiques pour en penser la cohérence. Alors, on le voit avec des symboles qui relèvent pas du domaine linguistique obligatoirement. Ça peut être des éléments graphiques qui varient, des symboles qui varient par la taille, l'orientation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on retrouve des exigences du même ordre que celles que rencontrent les élèves quand ils doivent apprendre à lire. Ils doivent avoir un rapport réflexif. Ils doivent avoir, en particulier, avoir un rapport réflexif avec la langue, reconsidérer la langue qui leur servait à communiquer. Ils doivent l'utiliser dans un autre registre. Ils doivent la penser. Ils doivent penser les sons de cette langue et non plus seulement communiquer avec elle. Et puis, on pourrait aussi continuer la comparaison et trouver des postures réflexives assez proches lorsqu'on demande à des élèves d'écrire des textes longs, en particulier les dissertations de SES ou de philosophie. Là, je me reporte aux recherches menées par Elisabeth et Jean-Yves Rochex. Ce qu'on voit, c'est que les élèves qui sont le plus en difficulté au lycée avec les dissertes de philo, c'est ceux qui ont tendance à passer du coq à l'âne, qui ont tendance à dériver, à faire du hors-sujet, qui ont du mal à penser la cohérence de ce qu'ils font parce qu'ils ont du mal à revenir sur ce qu'ils ont fait pour penser la cohérence de ce qu'il leur reste à faire. Et donc, du coup, ils sortent du plan qu'ils s'étaient donné, qu'ils s'étaient proposé de suivre, et ils en arrivent à des choses qui sont complètement différentes. Mais on retrouve des choses assez proches chez les élèves en difficulté en maternelle. C'est-à-dire qu'ils comparent des choses selon un critère, et puis petit à petit, ils dérivent, ils changent de critère. Et au final, les critères de comparaison n'ont rien à voir avec ceux qui s'étaient donnés au départ et qui étaient donnés dans la consigne. Voilà. Alors, peut-être, pour commencer le débat, proposer des pistes, même si là, je pense que je sors de notre statut de chercheur, mais bon, on va s'y risquer. Hein ? Voilà, bon, alors on pourrait se dire, tableau pessimiste, il faut supprimer l'école maternelle. Non. Les statistiques montrent que si l'école maternelle ne réduit pas les inégalités sociales face à l'école, elle permet quand même à tous les élèves qui la fréquentent de façon assidue et précoce d'avoir de meilleurs résultats en CP et en CE1 et peut-être même ultérieurement. Le CE2 aussi. On retrouve des traces, en tout cas, de cette fréquentation. Ce
qu'il faut, c'est peut-être plus accompagner et soutenir cette mue dont je parlais tout à l'heure. Alors, il y a différentes façons. L'utopie, ça serait peut-être de réduire le nombre d'élèves par classe, mais j'ai l'impression que c'est vraiment l'utopie. On s'oriente plutôt vers le contraire en ce moment. Alors, peut-être de façon moins utopique, peut-être repenser l'organisation pédagogique, essayer d'interroger l'évidence que constituent les ateliers à l'école maternelle. Depuis, je vous dis, alors, les ateliers ont été utilisés de façon systématique depuis les années 70-80. Est-ce que l'école maternelle doit conserver cette organisation pédagogique par atelier? Voilà une évidence dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que cette évidence-là peut être questionnée aujourd'hui? Et puis, au-delà des ateliers, plutôt se demander à quoi peuvent servir les ateliers et comment organiser les ateliers aussi. Voilà. Ça, ce sont des petites pistes peut-être plus pédagogiques. Et puis, peut-être dernière piste aussi, c'est essayer, parce qu'on est en train de faire des recherches à ce sujet, de renforcer la place des albums, mais de faire autre chose que d'exposer les élèves à des albums de littérature de jeunesse, des albums de jeunesse très complexes. Essayer de les faire mieux entrer, de mieux étayer leur entrée, leur façon de comprendre ces albums. Alors c'est un vaste programme là aussi. Est-ce que ça doit se faire au sein des classes ou autour des classes?